Abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez aucun récit profond, intense et mystérieux comme celui-ci. Maintenant, je veux savoir de votre part, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires, votre pays ou ville, je lis chaque message avec attention. Le manoir se dressait sur une colline isolée, entourée de cyprès centenaires et de champs de lavande laissés à l'abandon depuis des années. Ces murs de pierre claire portaient les marques du temps, de discrètes fissures qui n'altéraient en rien la grandeur du lieu, mais révélaient une histoire trop ancienne pour être ignorée. Située dans le nord de l'Italie, aux portes de la Provence historique, la propriété avait toujours été connue sous un nom rarement mentionné dans les archives officielles. Parmi les habitants, on l'appelait simplement « Maison silencieuse ». Elena Rossi arriva au manoir par un matin glacial, accompagnée du souffle incessant du vent qui balayait les couloirs extérieurs comme s'il en connaissait déjà chaque recoin. La voiture s'arrêta devant le portail en fer, et elle hésita quelques secondes avant de descendre. Ce n'était pas de la peur, c'était une sensation plus difficile à nommer. L'impression d'être observée par quelque chose qui refusait de se dévoiler. Elle ne venait pas en visiteuse. Elle venait en tant que future épouse. Le manoir appartenait à la famille de Laurentiis depuis des générations. Des hommes discrets et fortunés, réputés pour leurs investissements agricoles et leurs propriétés héritées. Alessandro De Laurentiis, son fiancé, était le dernier héritier direct. Grand, réservé, instruit dans des écoles traditionnelles, il avait une allure qui inspirait immédiatement confiance. Il n'élevait jamais la voix. Il ne s'expliquait jamais plus que nécessaire. Pour beaucoup, c'était un signe d'élégance. Pour Elena, c'était simplement du silence. Le mariage était prévu 3 mois plus tard. De l'extérieur, tout était parfait. Elena avait rencontré Alessandro à Milan, lors d'un gala de charité. Il s'était montré attentionné, réservé, intéressé par ses idées, jamais par son apparence. La demande en mariage était arrivée rapidement, mais sans pression. Lorsqu'il avait évoqué le manoir familial, il l'avait décrit comme un refuge, un havre de paix loin de la ville. Il n'avait pas parlé du passé. Il n'avait pas mentionné les autres femmes. Elena n'a appris l'existence des 3 précédentes mariées qu'après avoir accepté l'invitation à passer la première saison dans la propriété. Ce n'est pas Alessandro qui a raconté l'histoire. Dans le village le plus proche, alors qu'elle faisait ses courses, la propriétaire d'une petite épicerie interrompit ses achats en entendant le nom de famille Rossi associé au manoir. Le silence qui suivit fut immédiat, pesant. Des regards se croisèrent furtivement. Personne ne posa de questions, personne ne donna d'explication. Seule une phrase s'échappa, comme un avertissement involontaire. « Cette maison n'aime pas les mariages ». Elena rit poliment, mais la phrase lui resta en tête sur le chemin du retour. Ce soir-là, en parcourant les longs couloirs du manoir, elle remarqua qu'il n'y avait aucun portrait de femme au mur, seulement des hommes, des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères. Dans aucune pièce, il n'y avait la moindre trace d'épouse, pas de photo de mariage, aucun souvenir exposé. La première mariée est décédée dans un accident domestique, une chute dans l'escalier central selon les registres locaux. La deuxième, victime d'un malaise soudain quelques jours avant la cérémonie. La troisième a disparu. Officiellement, elle a tout abandonné et est partie sans un mot. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune enquête approfondie n'a été menée. 3 histoires différentes, une même adresse. Alessandro n'en a jamais parlé. Quand Elena lui a posé la question, il a simplement répondu que c'était des chapitres clos, avec la même neutralité qu'il employait pour parler de la pluie et du beau temps ou des affaires de famille. Il n'a laissé transparaître aucune douleur, aucune colère, rien. Au fil des jours, Elena commença à remarquer des anomalies. Des portes qui semblaient fermées s'ouvraient le matin. Des pièces inutilisées étaient toujours verrouillées. Une aile entière du manoir, qu'Alessandro prétendait être en rénovation, mais où l'on n'entendait jamais le moindre bruit de travaux. Le personnel était peu nombreux et expérimenté, des gens qui travaillaient là depuis des décennies. Ils n'osaient jamais regarder Elena droit dans les yeux longtemps. Ils n'engageaient jamais la conversation. Quand elle posait des questions, il ne répondait qu'à l'essentiel.
comme si chaque mot supplémentaire avait un prix. La nuit, le manoir se transformait. Le silence n'était pas une absence de son, mais une présence constante. Le craquement du plancher semblait suivre ses pas. Le vent s'infiltrait par des fissures invisibles, et il y avait cette odeur de lavande mêlée à quelque chose de métallique, d'ancien, qui ne venait pas du jardin. Elena n'était pas une femme impressionnable. Elle travaillait à la restauration de bâtiments historiques, côtoyant quotidiennement des lieux anciens et des pans d'histoire enfouis. Malgré cela, cette maison éveillait en elle un malaise qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Il n'y avait pas de fantôme visible, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de voix, il n'y avait qu'une seule certitude, quelque chose dans ce manoir avait survécu à ses habitants. Et que, d'une certaine manière, le mariage n'était pas le début de l'histoire, mais bien l'élément déclencheur. Tandis qu'Elena contemplait le coucher du soleil depuis la terrasse principale, elle remarqua que, pour la première fois depuis son arrivée, Alessandro l'observait en silence, le regard indéchiffrable. Ce n'était ni de l'amour, ni de l'attente. C'était un calcul. À cet instant, Elena comprit que le manoir n'était pas qu'un simple décor. Il faisait partie intégrante de la vie d'Alessandro, et peut-être aussi de la mort des 3 autres femmes. Elle ne savait toujours ni comment, ni pourquoi, mais elle savait que pour survivre, elle devrait découvrir la vérité, avant de devenir la 4e épouse. Les jours suivants, Elena commença à apprivoiser le manoir, non plus comme une simple invitée, mais comme quelqu'un qui devait en connaître les limites. Chaque aile semblait régie par ses propres règles, non écrites, mais manifestement imposées. Le bâtiment principal était relié à des structures plus anciennes, construites à différentes époques, formant des couloirs irréguliers qui désorientaient quiconque n'y avait pas vécu depuis des années. Il ne s'agissait pas d'une négligence architecturale, mais du fruit de décisions prises au fil des générations. La région environnante renforçait ce sentiment. Bien qu'officiellement italienne, elle portait de profondes traces de l'ancienne influence provençale, vignobles abandonnés, petites chapelles de pierre désaffectées, symboles religieux sculptés au-dessus de portes désormais closes. La culture locale mêlait une tradition catholique rigide à des superstitions discrètes, transmises davantage par le silence que par les mots. Alessandro semblait parfaitement intégré à cet environnement. Sa routine était immuable. Il se levait tôt, faisait le tour de la propriété et passait ses appels professionnels à la même heure chaque jour. On ne le voyait jamais dans certaines parties du manoir, notamment l'ancienne aile Est. Quand Elena l'interrogea à ce sujet, il répondit naturellement qu'il n'y avait rien d'intéressant. Il n'y avait pas d'interdiction formelle, juste le sentiment évident qu'il valait mieux ne plus aborder le sujet. Elena commença à observer les employés de plus près. Gianni, le gérant, était le plus ancien. Il travaillait pour les De Laurentiis depuis son plus jeune âge et connaissait la propriété dans les moindres détails. Il parlait peu, mais son regard était constamment vigilant. En présence d'Alessandro, Gianni gardait ses distances. Lorsqu'ils étaient seuls, il semblait vouloir dire quelque chose, mais se ravisait toujours au dernier moment. Il y avait aussi Rosa, chargée du ménage. Femme simple, les mains marquées par le travail, elle évitait toujours la chambre principale le soir. Quand Elena lui demanda pourquoi, Rosa répondit simplement « La maison respire différemment après le coucher du soleil. » Elle n'en dit pas plus. C'était inutile. Peu à peu, Elena comprit que les habitants du manoir se comportaient davantage comme des gardiens que comme des serviteurs. Ils protégeaient non seulement la famille, mais aussi quelque chose de plus grand, un ordre silencieux qu'il fallait préserver. Le moindre changement semblait provoquer un malaise collectif. Le passé de la famille de Laurenti commença à se dévoiler par fragments. De vieux documents trouvés à la bibliothèque révélaient des mariages arrangés, toujours avec des femmes venues d'ailleurs. Aucune n'avait d'attache locale, aucune ne s'y installa durablement. C'était comme si la famille avait absorbé ces femmes avant de les effacer de sa propre histoire. Alessandro, pour sa part, n'était pas cruel, au contraire. Il était aimable, attentionné, excessivement prévenant.
Il observait constamment Elena, anticipant ses mouvements, ses besoins. Cette vigilance déguisée en zèle commençait à la déranger plus que n'importe quel silence dans la maison. Un soir, lors d'un dîner formel préparé spécialement pour eux deux, Elena tenta d'orienter la conversation vers le passé familial. Alessandro écouta, répondit superficiellement, puis changea de sujet en posant une question directe sur la robe de mariée. Ce changement brutal n'était pas fortuit, c'était un avertissement. Leur relation commença à se dévoiler sous des aspects plus profonds. Elena remarqua qu'Alessandro exerçait une maîtrise absolue de l'espace, des personnes et du temps. Rien ne se passait au manoir sans qu'il le sache. Rien ne changeait sans sa permission. Pourtant, il y avait des moments où il semblait agité, comme si quelque chose lui échappait. Ces moments survenaient surtout lorsqu'Elena évoquait de petits changements. Réaménager une pièce, ouvrir un espace clos, restaurer une ancienne chapelle sur la propriété. À ces moments-là, Alessandro se repliait sur lui-même, son visage se durcissait. Le silence devenait plus pesant que d'habitude. Le manoir n'était pas qu'un simple héritage, c'était un système, et Alessandro n'était pas seulement son héritier, il était aussi son fidèle administrateur. Elena commença à comprendre que les autres mariés n'étaient peut-être pas victimes d'accidents isolés, mais d'un environnement qui rejetait toute tentative de transformation. La maison ne tolérait aucune rupture, et le mariage, avec ses promesses d'avenir, représentait précisément cela. À la fin de cette semaine, Elena ne se sentait plus comme une simple invitée sur le point de se marier. Elle se sentait comme une intruse dans un équilibre ancestral, maintenu par des omissions, des loyautés forcées et une peur silencieuse. Et plus elle observait, plus il devenait évident que tous ceux qui étaient présents savaient quelque chose qu'elle n'avait pas encore découvert. Voilà qui expliquait pourquoi aucune mariée n'était restée. Le changement de comportement d'Elena fut progressif, mais perceptible. Elle commença à se déplacer dans le manoir avec plus d'attention, observant des détails qui lui avaient paru insignifiants auparavant. De petites marques sur les murs, des portes qui fermaient mal, des serrures changées à différentes époques. Rien n'était laissé au hasard. Chaque modification témoignait d'une tentative de correction ou de confinement. Le premier obstacle est apparu insidieusement. Elena a remarqué que ses affaires personnelles se déplaçaient. Un carnet laissé sur le bureau réapparaissait quelques jours plus tard sur une étagère éloignée. Un collier rangé dans un tiroir se retrouvait sur la coiffeuse. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Juste la certitude que quelqu'un pénétrait chez elle sans prévenir. Quand elle interrogea Alessandro, il nia calmement. Il suggéra que le personnel s'occupait peut-être mieux de l'organisation des chambres. Sa réponse était trop polie, trop apprise par cœur. Elena n'insista pas, mais elle prit l'habitude de verrouiller la porte de sa chambre la nuit. Le lendemain matin, elle constata que la serrure était intacte et la fenêtre ouverte. La tension commença à s'installer dans le quotidien du couple. Alessandro gardait son calme, mais il observait désormais Elena plus souvent, comme pour jauger ses réactions. Ses questions devinrent trop précises. Où elle était allée, combien de temps elle était partie, à quoi elle avait joué. Cela ne sonnait pas comme de l'inquiétude, mais comme une surveillance. Le conflit s'intensifia lorsqu'Elena décida d'explorer l'aile est du manoir. Elle profita d'une matinée où Alessandro était parti régler des affaires extérieures. Elle parcourut les vieux couloirs jusqu'à trouver une porte partiellement dissimulée derrière une lourde armoire. La serrure était rouillée mais non verrouillée. L'atmosphère derrière la porte était différente. L'air semblait plus froid. Le parfum de lavande s'estompa, laissant place à une odeur de renfermé. Il y avait des pièces abandonnées, des meubles recouverts de draps jaunis, des miroirs tournés vers le mur. Dans l'une d'elles, Elena découvrit quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une boîte en bois gravée d'initiales. Ce n'étaient pas les siennes. Dans la boîte se trouvaient des objets féminins. Un vieux voile, une paire de gants délicats, un journal intime incomplet dont les pages étaient arrachées. Ni date, ni nom de famille. Seulement des fragments de pensées interrompus. Des descriptions de malaise, d'une vigilance constante, d'une peur grandissante. L'écriture s'arrêtait brusquement.
Elena n'eut pas le temps d'explorer davantage. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Elle referma précipitamment la boîte et quitta la pièce, trouvant Gianni debout à la porte de l'aile est. Il ne semblait pas surpris, juste fatigué. Sans dire un mot, Gianni bloqua le passage pendant quelques secondes. Son regard se fixa sur Elena, empli d'un mélange de pitié et d'avertissement. D'une voix basse, presque inaudible, il prononça une seule phrase. « Certaines portes ne s'ouvrent pas deux fois. » Le conflit prit une nouvelle tournure à partir de ce moment. Elena comprit qu'elle n'avait pas seulement affaire à Alessandro, mais à un réseau de complicité tacite. Les employés commencèrent à la surveiller de manière moins discrète. Toute tentative de s'absenter était scrutée. Le moindre contact avec l'extérieur semblait provoquer un malaise immédiat. Dans le village, l'isolement s'accentua. Les gens commencèrent à l'éviter ouvertement. Les conversations cessaient dès qu'elle s'approchait. Un prêtre du village refusa de parler du manoir. Il déclara seulement que certaines familles portèrent des fardeaux qu'elles ne pouvaient partager. La pression émotionnelle commençait à monter. Elena avait l'impression que le temps jouait contre elle. Le mariage approchait, et avec lui, l'irréversible. Alessandro parlait de plus en plus de tradition, de continuité, de responsabilité, jamais d'amour, jamais d'avenir commun, toujours de maintien des acquis. Un soir, après un dîner silencieux, Elena mentionna nonchalamment l'aile est. Alessandro s'arrêta de manger. Ses couverts restèrent suspendus dans les airs pendant quelques secondes. Son regard ne trahissait pas de colère, mais quelque chose de plus inquiétant, une vigilance extrême. Il répondit que cette partie de la maison n'était pas sûre, qu'elle ne faisait pas partie de leur vie, que certaines curiosités avaient un prix élevé. Il n'y eut ni cri, ni menace explicite, mais l'avertissement était clair. Dès lors, Elena comprit que son plus grand dilemme n'était pas seulement de découvrir ce qui était arrivé aux autres épouses, mais aussi de décider jusqu'où elle pouvait aller sans provoquer de réaction définitive. Chaque pas vers la vérité semblait rétrécir un peu plus son espace. Elle n'était pas physiquement emprisonnée, mais je commençais à comprendre que, dans ce manoir, la liberté n'était qu'une illusion bien décorée. Et plus il s'approchait de la vérité, plus il devenait évident que quelqu'un ou quelque chose ne permettrait pas que l'histoire se répète pour la 4e fois de la même manière. La découverte dans l'aile n'était pas un événement isolé. Elle a ouvert une série de petites brèches dans la vie quotidienne du manoir, brèches qu'Elena a commencé à explorer avec prudence. Chaque nouvelle observation révélait des liens cachés entre les personnes, les lieux et les décisions prises bien avant son arrivée. L'un de ces liens s'est tissé grâce à Rosa. Par un après-midi pluvieux, alors qu'elle aidait à trier de vieux tissus trouvés dans un débarras, Elena remarqua que Rosa évitait de toucher certains objets. Parmi eux, des draps brodés des mêmes initiales que celles gravées sur la boîte dans l'aile est. Interrogée, Rosa tenta de ne pas les toucher, mais ses mains tremblaient. Après un long silence, elle avoua que ces tissus appartenaient à la seconde épouse. Il expliqua que la jeune femme était tombée malade peu après son emménagement au manoir, mais que personne n'avait autorisé de médecin extérieur à l'examiner. L'ordre venait directement de la famille, officiellement, pour préserver la vie privée, en réalité, pour éviter les questions. Rosa ignorait comment la mariée était morte. Elle savait seulement qu'après son décès, tous ses effets personnels avaient été retirés des chambres principales et transportés dans l'aile est. Toujours la même procédure, toujours le même silence. Une autre intrigue secondaire commença à se dessiner avec Gianni. Un matin, il tendit à Elena un trousseau de vieilles clés, expliquant qu'elles appartenaient à des portes désormais inutilisées. Le geste semblait anodin, mais son regard trahissait une certaine urgence. Il n'expliqua rien. Il laissa simplement les clés sur la table et s'éloigna. Elena comprit qu'on repoussait subtilement ses limites. Gianni ne pouvait pas affronter Alessandro, mais il pouvait lui offrir de petites ouvertures. Le temps pressait, le mariage approchait à grands pas et les préparatifs avançaient sans qu'Elena ait son mot à dire. La robe avait déjà été choisie,
confectionné selon la tradition par une couturière de la famille. Impossible de changer la date. La cérémonie se déroulerait dans la vieille chapelle de la propriété, un lieu que personne n'avait foulé depuis des années. Elena comprit que chaque décision prise sans son contrôle renforçait son sentiment d'être piégée. Ce n'était pas seulement le mariage, c'était l'intégration définitive dans un système qui ne tolérait aucune déviation. Entre-temps, Alessandro commençait à perdre le contrôle. De petits signes d'irritation apparaissaient. Insomnie, irritation pour un rien, longue promenade sur la propriété après le coucher du soleil. Un soir, Elena le suivit à distance et le vit entrer brièvement dans l'aile est, l'endroit même qu'il prétendait éviter. Ce moment a donné une cohérence à toutes les intrigues secondaires. L'aile n'était pas un espace abandonné, elle faisait partie intégrante du quotidien d'Alessandro. Les tensions s'exacerbèrent lorsqu'Elena découvrit, dissimulé parmi les livres de la bibliothèque, un ancien registre foncier. Celui-ci contenait des clauses précises concernant le mariage, l'héritage et le séjour des femmes au manoir. Il ne s'agissait pas de lois formelles, mais d'accords privés entre générations. L'un d'eux était particulièrement frappant. Aucune épouse ne pouvait modifier la structure de la maison sans l'autorisation expresse du patriarche régnant. Cette lecture a clairement montré que les femmes n'étaient jamais considérées comme des partenaires, mais comme des éléments transitoires, nécessaires à la continuité du nom, mais non au changement. Les intrigues secondaires convergeaient vers un même thème central. Le manoir ne tolérait aucune autonomie féminine. Chaque épouse avait tenté, d'une manière ou d'une autre, de modifier l'équilibre établi. L'une voulait vendre une partie de la propriété, une autre voulait partir. La troisième, d'après un bref récit, avait évoqué l'idée de dénoncer quelque chose. Il n'en restait plus aucun. Elena commença à agir avec plus de stratégie. Elle se montra plus docile, elle participa aux préparatifs, elle évitait les questions directes, elle gardait ses découvertes pour elle. Chaque geste était calculé pour gagner du temps, mais le temps pressait. Une nuit, Elena trouva dans sa chambre une boîte semblable à celle de l'aile est. Cette fois, ses initiales étaient gravées sur le couvercle. Il n'y avait rien à l'intérieur, juste du vide. Le message était clair. Le système la reconnaissait déjà comme faisant partie du cycle. Et maintenant, il ne s'agissait plus seulement de découvrir la vérité, mais aussi d'y survivre sans répéter le sort des trois autres. Le point de rupture ne survint pas lors d'une confrontation directe, mais par une révélation silencieuse, fruit de détails qui, pris isolément, semblaient anodins. Elena commença à observer de plus près les rituels quotidiens du manoir, remarquant des schémas qui, auparavant, se fondaient dans la routine. Rien n'y était spontané. Chaque geste obéissait à une logique ancestrale, presque cérémonielle. Le tournant a commencé dans la chapelle. Quelques jours avant le mariage, Elena décida de lui rendre visite seule. L'endroit était à l'écart de la maison principale, entouré de grands arbres qui bloquaient la lumière du soleil presque toute la journée. La porte était déverrouillée, ce qui était inhabituel compte tenu du contrôle qu'elle exerçait sur le reste de la propriété. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. L'autel de pierre portait des traces d'utilisation récente, bien qu'Alessandro affirmât que la chapelle était inutilisée depuis des années. De la cire fondue coulaient encore des bougies éteintes. Le sol était marqué de légères traces de frottement, comme si des objets lourds y avaient été déplacés récemment. Derrière l'autel, Elena découvrit un compartiment secret. Rien de sophistiqué, une simple cloison amovible, facile à manipuler par quiconque savait où appuyer. À l'intérieur, de vieux documents, des dossiers médicaux et de la correspondance. Tous concernaient les trois mariés. Là, la vérité a enfin éclaté. La première mariée n'était pas décédée accidentellement. Elle souffrait de graves crises d'angoisse, aggravées par l'isolement. Elle avait tenté de quitter le manoir. Son état était jugé instable. Un rapport médical indiquait que sa chute avait été précédée d'une sédation. Le second patient n'était pas tombé malade naturellement. Les dossiers révélaient l'administration prolongée de substances affaiblissant son organisme.
Le diagnostic officiel masquait un lent processus de détérioration induite. La troisième femme n'avait pas disparu. Elle avait tenté de dénoncer la famille après avoir découvert les accords internes et les méthodes utilisées pour maintenir son emprise. Dans sa dernière correspondance, elle évoquait la peur, la surveillance constante et la certitude qu'elle ne quitterait pas la propriété vivante. Elena comprit alors qu'il ne s'agissait pas de tragédies isolées, mais d'un mécanisme de préservation. Les épouses étaient éliminées lorsqu'elles menaçaient de perturber l'équilibre familial et celui du manoir. Le mariage n'était pas une union, mais une épreuve. Le véritable tournant est survenu avec la découverte finale. Alessandro n'était pas le cerveau initial. Il était l'exécuteur. Les documents stipulaient que chaque héritier endossait le rôle de gardien du système. Il n'y avait pas vraiment le choix. Quiconque héritait du manoir héritait aussi de la responsabilité de maintenir l'ordre, quel qu'en soit le prix. Alessandro avait grandi dans cette logique. Il n'avait pas appris à aimer. Il avait appris à préserver. En sortant de la chapelle, Elena trouva Gianni qui l'attendait. Pour la première fois, il parla franchement. Il expliqua que la famille pensait que la prospérité du foyer exigeait des sacrifices, que la présence féminine devait être contrôlée car elle était source de changement et d'instabilité. Il ajouta qu'Alessandro était tiraillé entre le devoir qui lui incombait et la nécessité de rompre un cycle séculaire. La révélation la plus dévastatrice est cependant survenue peu après. Gianni affirmait que le danger ne résidait pas dans le mariage lui-même, mais dans ce qui suivait. La lune de miel marquait la période où les jeunes mariés, généralement, posaient davantage de questions, cherchaient à comprendre davantage et tentaient de s'émanciper. C'est là que le système se montrait le plus implacable. Elena comprit que sa boîte vide n'était pas seulement une menace. C'était un avertissement. Le processus avait déjà commencé. À son retour au manoir, elle trouva Alessandro qui l'attendait dans le hall principal. Il ne lui demanda pas où elle était passée. Il n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. Pour la première fois, il n'a pas essayé de le cacher. Il disait qu'Elena était différente, plus observatrice, plus résiliente, qu'elle pourrait peut-être comprendre l'importance de la continuité. Que si elle acceptait son rôle, elle pourrait y vivre dans le confort et la sécurité. La proposition n'était pas une invitation, c'était une négociation finale. À cet instant, Elena comprit qu'il n'y avait pas de place pour la neutralité. Accepter, c'était survivre au prix de sa propre autonomie. Refuser, c'était s'attaquer à un système tout entier, perpétué par la tradition, le silence et la peur. Le point de basculement était atteint. L'enquête, jusque-là discrète, se transforma en course contre la montre. Elena ne cherchait plus seulement des réponses, elle cherchait une issue. Et il savait qu'à partir de ce moment-là, chaque décision pouvait être irréversible. Cette révélation bouleversa instantanément la dynamique du manoir. Physiquement, rien n'avait changé. Les couloirs restaient inchangés, le silence demeurait pesant. Mais Elena commença à percevoir chaque détail comme faisant partie d'un système conscient. La maison avait cessé d'être simplement oppressante. Elle était devenue stratégique. Alessandro avait changé. Il n'y eut ni explosions émotionnelles, ni confrontation directe. Sa réaction fut plus inquiétante, un contrôle encore plus scrupuleux. Il se mit à être constamment à proximité, proposant des sorties, des dîners, des conversations qui semblaient bienveillantes, mais dont le but premier était de restreindre la liberté d'action d'Elena. L'isolement devint plus subtil. Les employés réagirent également. Rosa évitait tout contact prolongé. Sa peur était désormais manifeste. Gianni, quant à lui, laissait transparaître une tension croissante. Il exécutait ses tâches avec une précision excessive, comme quelqu'un qui savait que le temps était compté. Les conséquences pratiques de cette découverte ne tardèrent pas à se manifester. L'accès d'Elena à certaines zones fut restreint sous prétexte de sécurité. Des portes auparavant ignorées étaient désormais verrouillées. L'aile était officiellement interdite d'accès. Les clés données par Gianni ne fonctionnaient plus dans certaines serrures, signe qu'elles avaient été récemment remplacées.
Elena comprit qu'elle était mise à l'épreuve. Alessandro observait sa réaction. Confrontation, soumission ou tentative de fuite. Chaque réaction était préprogrammée par le système. Intérieurement, Elena luttait pour paraître conforme aux attentes. Elle participa aux préparatifs du mariage avec une précision calculée. Elle choisit les fleurs, approuva les menus, essaya la robe en silence. Elle savait que la moindre transgression pouvait précipiter le destin des autres. La tension était à son comble lorsqu'Elena tenta de joindre une amie à Milan. L'appel n'aboutit pas. Le téléphone dysfonctionnait sans cesse. Le lendemain, Alessandro mentionna nonchalamment des problèmes de réseau dans le secteur. Il ne donna aucune explication. C'était inutile. Un soir, Gianni finit par rompre le silence. Il trouva Elena dans le jardin intérieur, à l'abri des caméras discrètement installées dans les couloirs principaux. Il expliqua que le système ne permettait pas à une mariée de s'enfuir comme ça. Des clauses légales, financières et sociales étaient prévues pour étouffer toute plainte. L'isolement faisait partie intégrante du dispositif. Il révéla que la seule variable imprévisible était Alessandro lui-même. L'héritier devait être convaincu que le maintien de ce cycle était inévitable. S'il en doutait, tout le système risquait de s'effondrer. Cette révélation eut une conséquence inattendue. Elena cessa de voir Alessandro uniquement comme un antagoniste. Il était aussi un produit de son environnement. Cela ne l'absout pas, mais complexifiait la situation. Le confronter directement risquait de renforcer le rôle qu'on lui avait imposé. Le temps filait à toute allure. La date du mariage approchait, et avec elle, la période la plus périlleuse. Elena commençait à ressentir les effets physiques du stress. Insomnie, perte d'appétit, hypervigilance constante. Pourtant, son esprit restait lucide. Le manoir réagissait aux tensions de façon presque organique. Les portes grinçaient plus fort la nuit. Des lumières clignotaient à des moments stratégiques. Rien de surnaturel, certes, mais cette coïncidence constante créait une atmosphère de siège. Alessandro, quant à lui, laissait transparaître des signes de conflit intérieur. Par moments, il semblait sur le point de s'exprimer davantage. À d'autres, il se durcissait complètement, reprenant son rôle de gardien. Cette oscillation indiquait que le système exigeait de lui plus qu'il n'était prêt à donner. Les conséquences de cette découverte étaient évidentes. Elena n'avait aucun véritable allié, seulement des échappatoires temporaires. Elle ne disposait d'aucune preuve exploitable sans risque immédiat. Elle n'avait aucune garantie de pouvoir s'échapper saine et sauve. Mais elle possédait quelque chose que les autres n'avaient pas eu le temps de développer, une compréhension complète du mécanisme. Et cette compréhension commençait à se transformer en stratégie. La transformation d'Elena ne fut ni immédiate, ni visible pour ceux qui entouraient le manoir. Elle ne les affronta pas, n'exigea aucune explication, ne tenta pas de s'enfuir impulsivement. Son cheminement vers la guérison commença silencieusement, presque imperceptiblement, façonné par la nécessité de survivre dans un environnement qui punissait toute déviation brutale. La première étape consistait à accepter la logique du système, non pas comme un accord tacite, mais comme une interprétation stratégique. Elena comprit que le manoir fonctionnait comme une entité administrative, régie par des règles, des personnes et des routines. Il n'était pas indestructible. Il fallait simplement le confronter à sa propre rigidité. Elle commença à exploiter la prévisibilité d'Alessandro à son avantage. Elle savait où il se trouvait à certains moments, quel couloir il évitait, quel rituel il ne renonçait jamais. Elle profitait de ces moments pour explorer des recoins négligés, récupérer des documents oubliés et consulter les registres d'entretien. Chaque détail était mémorisé. Elena commença elle aussi à modifier son comportement. Elle cessa de poser des questions directes. Elle se mit à s'intéresser aux traditions familiales, demandant à connaître l'histoire du manoir, les coutumes ancestrales, les rituels liés au mariage. Alessandro interpréta cela comme une adaptation. Il ne se rendait pas compte qu'en enseignant, il révélait des failles. La progression d'Elena s'est surtout manifestée dans sa façon d'appréhender la peur,
Celle-ci n'a pas disparu, mais elle a cessé de la paralyser. Les nuits blanches sont devenues des occasions de faire des projets. Les couloirs sombres, autrefois menaçants, se sont transformés en repères mentaux. Chaque son a pris tout son sens. Une nouvelle alliance commença à se former, discrète et fragile. Gianni, remarquant le changement chez Elena, se mit à laisser des informations à la vue de tous. Des documents mal rangés, des livres ouverts à des pages précises, des remarques apparemment anodines sur des échéances légales et des successions. Ce n'était pas une aide directe, mais des conseils indirects. Elena découvrit donc que le système reposait en grande partie sur l'image publique de la famille. Le moindre scandale, même fondé, pouvait causer des dommages irréversibles à l'entreprise et à la réputation bâtie sur des générations. Les précédentes épouses avaient été mises à l'écart avant même d'avoir pu formuler des accusations cohérentes. Elles ne referaient plus la même erreur. L'évolution personnelle d'Elena se reflétait également dans sa relation avec Alessandro. Elle commença à l'observer avec moins d'émotion et plus d'analyse. Elle comprit qu'il ne supportait pas l'idée d'échouer en tant qu'héritier. Sa plus grande crainte n'était pas de perdre Elena, mais la rupture de la continuité. Cela le rendait prévisible. Au cours d'une conversation en apparence anodine, Elena évoqua la possibilité de restaurer un jour une partie du manoir afin d'en faire un monument historique ouvert au public. Alessandro manifesta un malaise immédiat qu'il tenta de dissimuler. Le sujet touchait pourtant au cœur même du système, la visibilité. À partir de ce moment, Elena comprit quel serait son véritable champ de bataille. Elle commença à rassembler des preuves de manière méthodique. Elle photographia des documents, enregistra des conversations ambiguës et sauvegarda des enregistrements numériques hors de portée du manoir chaque fois que cela était possible. Elle ne cherchait pas la confrontation immédiate, mais plutôt la constitution d'un dossier solide, capable de survivre même si quelque chose lui arrivait. Son évolution l'a menée à accepter une vérité difficile. Elle n'en sortirait pas indemne. Il y aurait des pertes, il y aurait des risques. Mais rester passive signifiait disparaître comme les autres. Vaincre le système ne consistait pas à le vaincre physiquement, mais à révéler son existence. Sur le plan émotionnel, Elena cessa de se percevoir comme une victime potentielle et commença à se voir comme un agent de perturbation. Chaque geste retenu, chaque silence stratégique, chaque soumission apparente s'inscrivait dans une construction plus vaste. Le manoir, habitué à défier les souhaits, était désormais confronté à quelque chose de différent, une adaptation intelligente. À la fin de cette période, Elena n'était plus seulement la quatrième mariée sur le point de se marier. Elle était devenue quelqu'un qui comprenait profondément l'ennemi, ses règles et ses faiblesses, et elle était prête à les utiliser. Les jours précédant le mariage furent marqués par une accélération presque imperceptible des événements. Tout semblait se dérouler trop vite, comme si le manoir lui-même était pressé de boucler la boucle. Elena observait ce mouvement avec une attention absolue, consciente que la moindre erreur à ce stade pourrait être fatale. Les intrigues secondaires commencèrent à se dévoiler discrètement. Rosa fut écartée des zones intérieures de la maison sous prétexte d'une réorganisation de l'équipe. Gianni resta, mais sous surveillance constante. Son utilité au système demeurait indispensable, mais sa marge de manœuvre s'était considérablement réduite. Elena remarqua que les espaces étaient réaménagés pour l'événement. Les portes secondaires étaient fermées. L'éclairage des couloirs était renforcé. Le manoir était préparé non seulement pour un mariage, mais aussi pour une gestion optimale de la circulation. Elle a ajusté sa stratégie. Elle commença à se comporter comme une personne parfaitement intégrée à la logique de la maison. Elle ne remettait pas en question les horaires, ne modifiait pas les décisions, ne laissait transparaître aucun malaise. Cette conformité calculée relâcha la surveillance directe d'Alessandro, qui semblait soulagé de croire que le cycle se déroulerait sans encombre. Pendant ce temps, Elena accéléra ses derniers préparatifs. Elle acheva l'organisation des preuves, créant de multiples copies numériques et physiques.
Certaines furent dissimulées dans des endroits improbables du manoir. D'autres furent transmises par un contact sécurisé établi avec l'aide indirecte de Gianni. Aucune ne dépendait entièrement de sa survie. La tension montait à mesure que le temps s'écoulait. Elena commençait à peu dormir, mais restait concentrée. Chaque détail du jour J était mémorisé. Les horaires, les itinéraires, la présence des invités extérieurs, les moments où sa vigilance se relâcherait naturellement. La vieille chapelle devint le centre de son attention. Elle savait que ce lieu revêtait une importance symbolique et pratique. C'est là que le système se légitimait. C'est là que le cycle se bouclait devant témoins. Alessandro, quant à lui, semblait partagé entre soulagement et malaise. Par moments, il laissait transparaître une réelle vulnérabilité. À d'autres, il reprenait son rôle rigide d'héritier. Elena comprit que cette oscillation serait cruciale pour le dénouement. Il n'avait pas encore définitivement choisi entre perpétuer le cycle ou le rompre. À la veille du mariage, Elena mit en œuvre sa dernière stratégie. Elle laissa délibérément un document bien en évidence dans sa chambre. Un compte rendu partiel, sans preuve concluante, laissant entendre qu'elle ignorait tout du système. Le piège était simple. Faire croire à Alessandro qu'elle ne représentait aucune menace réelle. Ça a marché. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, Elena eut libre accès à l'aile Est. Les portes étaient déverrouillées, comme si le système considérait la phase de surveillance comme terminée. Elle profita du peu de temps dont elle disposait pour récupérer les derniers documents nécessaires et s'assurer qu'aucune preuve essentielle ne restait vulnérable. Le manoir était trop silencieux. Ce n'était pas du calme, c'était de la retenue. Elena regagna sa chambre avant l'aube, consciente que la journée à venir ne laisserait aucune place à l'improvisation. Tout était en marche, et il n'y aurait plus de marge de manœuvre pour les corrections. Les préparatifs étaient terminés. Il ne restait plus qu'à affronter le moment où toutes les décisions, tous les mensonges et tous les silences convergeraient vers un seul point. Le point culminant ne serait pas seulement le mariage. Ce serait la révélation finale du système, ou sa perpétuation définitive. Le jour du mariage se leva dans un calme artificiel. Le ciel était dégagé, mais une tension palpable imprégnait l'atmosphère. Le manoir fonctionnait comme une machine parfaitement huilée. Le personnel s'activait avec une précision chirurgicale. Les invités arrivaient à des heures précises. Chaque détail était exécuté à la perfection. Elena s'habilla en silence. La robe, belle et impeccable, ressemblait davantage à un uniforme qu'à une tenue de fête. En contemplant son reflet, elle ne ressentit aucune peur. Elle ressentit une clarté absolue. Tout ce qui devait arriver avait déjà été décidé. La chapelle commença à se remplir. Des invités extérieurs occupaient les bancs, apportant avec eux ce que le manoir évitait à tout prix, des témoins. Alessandro attendait à l'autel rigide, impeccable, avec l'air de quelqu'un qui s'apprête à remplir une fonction, non à célébrer une union. En descendant le couloir central, Elena remarqua quelque chose d'inhabituel. Le manoir semblait réagir. Non pas par des bruits ou des dysfonctionnements visibles, mais par une impression de contrainte extrême, comme si tout était retenu par une force irrésistible. Le rituel se déroula comme prévu. Les paroles traditionnelles résonnèrent contre les murs de pierre. Rien ne semblait avoir dérapé, jusqu'à ce qu'Elena fasse un geste inattendu. Au moment précis où l'officiant s'apprêtait à prononcer l'union, Elena prit la parole. Sans hausser le ton ni faire de scène, elle parla d'une voix suffisamment ferme pour interrompre le déroulement automatique de la cérémonie. Elle ne l'accusa pas directement. Elle commença par évoquer l'histoire du manoir, l'influence des traditions sur les familles et le rôle du silence dans la préservation du patrimoine. Pendant son discours, certains invités se sentirent mal à l'aise. Alessandro, lui, resta impassible. Elena a ensuite présenté les documents, pas physiquement. Cela serait facilement maîtrisé. Elle a annoncé que des copies complètes de ses dossiers médicaux, contrats privés, correspondances et preuves de manipulation étaient conservées hors site, protégées par des tiers, avec des instructions claires pour leur divulgation automatique,
en cas de problème. L'impact fut immédiat. Le système, conçu pour fonctionner en vase clos, s'est soudainement retrouvé exposé au regard du public. Le contrôle a perdu son principal atout, le silence. Pour la première fois, Alessandro réagit de façon imprévisible. Son masque d'héritier commença à se fissurer. Il tenta de l'interrompre, mais comprit que toute action brusque ne ferait que confirmer ce qu'Elena était en train de révéler. Le point culminant fut atteint lorsqu'Elena fit la révélation finale. Elle ne recherchait pas une punition immédiate, mais une rupture. Elle ne partirait pas en victime, ni en épouse soumise. Elle resterait vivante et visible. Elle déclara que le mariage ne serait pas consommé tant que la structure qui avait détruit les autres femmes resterait active. Elle le fit devant témoins, devant des archives et des preuves irréfutables. Le rebondissement est venu d'une source inattendue. Alessandro, pris entre son rôle hérité et une révélation imminente, fit le seul choix que le système n'avait pas prévu. Il confirma publiquement l'existence des accords familiaux. Non pas comme une confession émotionnelle, mais comme une reconnaissance factuelle. Ce faisant, il fit voler en éclats le récit des accidents et des disparitions. Le silence qui suivit n'était pas le silence du manoir. Ce sont les invités qui se sont retrouvés confrontés à une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La transformation d'Elena devint visible à cet instant précis. Elle ne suppliait pas, elle n'accusait pas désespérément. Elle maîtrisait le rythme, le ton, la direction. Le système, habitué à écraser toute résistance individuelle, ne savait comment réagir face à une résistance structurée. La cérémonie s'est terminée sans déclaration d'union. Les autorités locales ont été alertées par les invités. Le contrôle de la famille a commencé à se dissiper sur le champ. Le manoir, finalement, perdit sa fonction première, se cacher. Le point culminant n'a pas été violent. C'était irréversible. Les conséquences de ce qui s'était passé dans la chapelle ne se manifestèrent pas immédiatement, mais se propagèrent avec une précision inéluctable. La présence de témoins extérieurs empêcha toute tentative d'étouffement de l'affaire. Ce qui s'était réglé en secret depuis des générations devait désormais être affronté au grand jour. Les investigations commencèrent les jours suivants. Elles progressèrent lentement, mais suffisamment pour briser le cycle d'impunité. Des dossiers médicaux incohérents, des contrats privés comportant des clauses abusives et des preuves d'isolement délibéré commencèrent à être analysés en dehors du contrôle de la famille de Laurentiis. Le manoir cessa d'être un territoire absolu. Alessandro resta sur la propriété durant toute la procédure. Il ne fut pas arrêté immédiatement, mais il perdit l'influence qu'il avait toujours exercée. Privé de son silence protecteur, sa position d'héritier tuteur devint intenable. Il ne chercha pas à se défendre publiquement. Sa coopération partielle confirma ce qu'Elena avait déjà révélé. Le système ne reposait pas sur une cruauté manifeste, mais sur une obéissance héréditaire. Gianni quitta le manoir quelques semaines plus tard. Sa mission était accomplie. Pour la première fois depuis des décennies, il partit sans explication. Rosa ne revint jamais. Le personnel se dispersa peu à peu, comme si le bâtiment lui-même reconnaissait la fin de sa vocation première. Elena n'est pas restée sur place. Elle n'a pas fui non plus. Son départ était délibéré, documenté, accompagné de représentants légaux et d'observateurs extérieurs. Chaque étape a été consignée. Chaque pièce traversée marquait la fin d'un cycle. La demeure, désormais sous surveillance, avait perdu son aura d'inviolabilité. Ce qui jadis inspirait le silence commença à susciter des questions. Et, dans ce contexte, les questions constituaient la véritable rupture. Elena ne chercha pas à se venger directement. Sa victoire fut structurelle. Les précédentes épouses ne purent être sauvées, mais leur destin n'était plus nié. Leurs noms, auparavant absents, commencèrent à réapparaître dans les archives et les enquêtes. La conclusion n'a pas apporté un soulagement complet. Elle a apporté quelque chose de plus durable. La clôture. La maison demeurait debout, mais sans fonction, sans rituel, sans secret de fonctionnement, sans la logique qui la soutenait.
Elle n'était plus qu'un vieux bâtiment, dépouillé du pouvoir qu'il avait jadis exercé sur les vies humaines. Helena poursuivit son chemin, consciente de ses actes. Elle ne se considérait pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un qui refusait de disparaître. Et cela a suffi à faire s'effondrer tout un système. Des mois plus tard, le manoir restait fermé, dans l'attente de décisions judiciaires qui, plus jamais, ne seraient rendues discrètement. La végétation poussait librement autour des murs de pierre, comme si le temps reprenait ses droits sur ce qui avait été contenu pendant des générations. Helena, désormais distante, suivait tout de loin. Elle n'éprouvait aucune nostalgie. Elle ressentait un apaisement. Elle savait que le cycle avait été interrompu, non par la force, mais par la révélation. Certaines structures s'effondrent face à l'adversité. D'autres cessent tout simplement de fonctionner. Ce manoir n'accueillait plus de mariés. Elle ne conserva que le souvenir de ce qui ne pouvait plus continuer. Des histoires comme celle-ci existent parce que, pendant longtemps, le silence a été considéré comme une tradition. Désormais, la réflexion vous appartient. Que feriez-vous si vous vous rendiez compte que vous êtes pris au piège d'un système qui ne vous offre pas de véritable choix? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver votre identité? Si cette histoire a suscité des questions, des émotions ou des souvenirs, partagez votre interprétation. Chaque lecture révèle un point de vue différent, et c'est ce qui donne vie aux histoires. Si l'histoire vous a plu, continuez à la suivre, à commenter et à la partager. D'autres histoires restent à révéler,